Mais 1978, la poussière rouge de Kolwezi, au Zaïre, s'accroche aux uniformes des parachutistes français. Au cœur de cette opération d'urgence, une rupture visuelle silencieuse mais définitive se produit sur le terrain. À côté des tout premiers fusils d'assaut FAMAS, courts, noirs, faits de plastique et d'alliage, les lourds fusils MAS 49-56, en noyer et en acier massif usiné, semblent soudain appartenir à une autre époque. Le choc n'est pas seulement esthétique, il est industriel. Forgé par la manufacture d'armes de Saint-Étienne, produit à plus de 275 000 exemplaires depuis 1956, le MAS 49-56 a été le standard absolu du contingent. Chambré dans le traditionnel calibre 7,5 mm français, il incarnait la certitude des arsenaux d'État. Mais à la fin des années 70, ce monument militaire ne tombe pas parce qu'il est mécaniquement défaillant. Il s'efface parce que le monde autour de lui a changé. La standardisation de l'OTAN autour du petit calibre 5,56 mm et les nouvelles doctrines de mobilité mécanisée ont rendu sa masse obsolète. Sa mise à l'écart ne touche pas que les râteliers des casernes. Elle frappe directement les ouvriers stéphanois qui vivaient du fraisage et de la menuiserie militaire. Le poinçon MAS restait parfaitement lisible sur le métal, mais l'institution derrière lui tremblait. L'histoire du MAS 49-56 n'est pas qu'un simple changement d'équipement. C'est l'histoire d'une souveraineté nationale heurtée par la standardisation mondiale. C'est la chute du dernier grand fusil traditionnel français, une bascule strictement historique et industrielle que nous allons explorer ici, au-delà de toute considération tactique. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des manufactures, des arsenaux et des décisions industrielles qui ont façonné l'armement français, et ce qui s'est passé lorsque l'époque a changé. Abonnez-vous si cette histoire vous parle. L'histoire du MAS 49-56 ne commence pas par la nostalgie, mais par une urgence absolue à la manufacture d'armes de Saint-Étienne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire ne commence pas par la nostalgie, mais par une urgence absolue, à Paris, dans les bureaux du ministère de la Guerre, puis sur les chaînes de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, l'armée française est un véritable cauchemar logistique. Les râteliers des casernes et les dépôts de munitions abritent un inventaire chaotique qui raconte l'histoire fragmentée de la défaite, de la résistance et de la libération. Les soldats français manipulent des fusils américains M1 Garand tirant du calibre .30-06, des Lee Enfield britanniques en .303, des Mauser 4,18K capturés à l'occupant allemand et de vieux fusils à verrous nationaux comme le MAS-36 ou les vénérables modèles Berthier. Chaque système exige sa propre cartouche, ses propres pièces de rechange, sa propre chaîne logistique et sa propre formation militaire. Pour une nation qui tente de restaurer son rang et de réaffirmer sa souveraineté face aux nouvelles superpuissances de la guerre froide naissante, cette dépendance matérielle est politiquement inacceptable et institutionnellement dangereuse. La France a désespérément besoin d'un fusil standard, conçu par ses propres ingénieurs, fabriqué par ses ouvriers et chambré pour la cartouche nationale de 7,554 mm. L'institution militaire exige surtout une arme semi-automatique. Le temps de la répétition manuelle, où le soldat devait actionner un verrou entre chaque tir, perdant sa ligne de mire, est définitivement révolu face aux leçons sanglantes du dernier conflit. Le regard de l'État et de la Direction des études et fabrication d'armement, DERFA, se tourne alors vers son outil industriel historique, la manufacture d'armes de Saint-Étienne, la fameuse MAS. Dans cette grande ville ouvrière de la Loire, l'acier, la fumée et les machines-outils ont forgé une culture de la précision qui remonte à l'Ancien Régime. Les ingénieurs stéphanois ne partent d'ailleurs pas d'une page blanche. Le grand paradoxe de l'armement français est que le pays avait été un pionnier mondial de l'arme semi-automatique d'infanterie avec le RSC 1917 pendant la Première Guerre mondiale, avant de se perdre dans les lenteurs administratives et budgétaires de l'entre-deux-guerres. Pourtant, durant l'occupation, dans le plus grand secret des bureaux d'études et loin des commissions d'armistice allemandes, les ingénieurs de la MAS avaient continué à perfectionner un prototype. À la Libération, ce travail clandestin donne naissance au MAS 44,
adopté en toute petite quantité, notamment par la Marine nationale. Ce fusil pose la première pierre de la renaissance industrielle française. Il intègre un système mécanique audacieux que la France maîtrise et défend ardemment. L'emprunt de gaz direct. Contrairement au système traditionnel où les gaz de la cartouche viennent frapper un lourd piston métallique, le système stéphanois utilise un simple tube qui dirige les gaz directement sur la culasse. La partie interne qui recule pour éjecter la douille vide et recharger l'arme. Ce choix n'est pas qu'une astuce d'ingénieur, c'est une philosophie industrielle. Ce mécanisme comporte moins de pièces mobiles et réduit le poids global, mais il impose une exigence absolue. La manufacture doit usiner l'acier avec des tolérances parfaites et l'État doit fournir des poudres de très haute qualité pour éviter l'encrassement. En 1949, le ministère adopte une version améliorée et standardisée pour l'armée de terre. Le MAS-49, c'est un fusil massif, extrêmement robuste, doté d'un chargeur amovible de 10 cartouches. Il est immédiatement expédié dans les rizières, les montagnes et les jungles d'Indochine. Face à la boue, à l'humidité extrême et au manque d'entretien, le MAS-49 prouve que les arsenaux de l'État savent encore fabriquer des machines de guerre d'une fiabilité redoutable. Les soldats de métier et les troupes coloniales l'apprécient pour sa précision et sa résilience. Mais la réalité du terrain, une force toujours implacable, remonte bientôt sous forme de rapport vers les commissions d'armement à Paris. Le MAS-49 est trop long, il est trop encombrant. Le conflit indo-chinois, puis les premiers soubresauts de la guerre d'Algérie, transforment brutalement la doctrine d'engagement. L'armée française se mécanise à grande vitesse. Les fantassins sautent à l'arrière des camions, se déploient depuis des half-tracks et montent à bord des hélicoptères Sikorsky ou Alouette. Dans l'espace restreint et vibrant d'une carlingue ou d'un véhicule blindé, le long canon du MAS-49 devient un obstacle physique. Nous arrivons en 1956. La guerre d'Algérie s'intensifie et requiert l'engagement massif du contingent, des centaines de milliers de jeunes appelés du service militaire. L'état-major ne veut plus d'une arme réservée à quelques tireurs d'élite ou sous-officiers professionnels. L'institution réclame une arme universelle, plus courte, plus maniable, et dont la formation peut être assimilée rapidement par de jeunes recrues. Sous cette pression de guerre évidente, le programme de révision est lancé dans l'urgence. À Saint-Étienne, l'usine se transforme. Les chaînes de production et les machines-outils sont reconfigurées pour répondre aux nouveaux cahiers des charges de l'armée. Le canon de l'arme est amputé de plusieurs centimètres et le bois de la crosse est allégé. Mais le ministère de la Défense ne se contente pas d'un simple raccourcissement. Il exige une polyvalence tactique directement intégrée dans la masse. Les ingénieurs stéphanois dessinent alors un dispositif complexe à l'avant du canon. Un manchon en acier qui sert à la fois de frein de bouche pour atténuer le recul et de lance-grenade. Le soldat n'a plus besoin de visser un adaptateur fragile et séparé au moment de l'action. Tout est usiné sur le canon, permettant de tirer des grenades à empennage au standard OTAN de 22 mm. Plus symbolique encore de l'exigence de l'arsenal, chaque arme produite reçoit sur le côté gauche de son boîtier de culasse, le cœur structurel qui renferme la mécanique, un rail prismatique forgé dans l'acier. Sans aucune modification préalable et sans passer par l'atelier de l'armurier, n'importe quel fusil raccourci sortant de l'usine peut recevoir une lunette de tir réglementaire APX. Par une simple décision de conception, la manufacture d'État donne potentiellement à chaque fantassin la capacité de faire du tir de précision. Le modèle est officiellement adopté sous la nomenclature Fusil automatique MAS 1949, modifié 1956, que l'histoire retiendra sous le nom de MAS 4956. Il n'est plus un simple prototype de temps de paix, c'est un contrat industriel gigantesque pour la ville de Saint-Étienne. Les ateliers tournent à plein régime, les épais blocs de bois de noyer ou de hêtre sont façonnés, pendant que les fraiseuses dévorent l'acier de haute qualité dans une chorégraphie sonore et mécanique que seules les grandes manufactures nationales maîtrisaient. L'arme est distribuée massivement. Plus nerveuse, plus équilibrée, elle répond parfaitement à la doctrine militaire française du moment. Pour l'armée de terre et pour l'industrie d'État, c'est l'incarnation d'un triomphe institutionnel. La souveraineté est sauvée, le complexe militaro-industriel tourne, et la France possède enfin la grande arme semi-automatique qui doit équiper tout son contingent.
Le MAS 4956 venait de résoudre la crise logistique de son époque et de restaurer la toute-puissance de la manufacture. Mais la robustesse matérielle classique qui faisait son succès cachait un piège technologique, et le monde militaire autour de l'arsenal s'apprêtait déjà à imposer un nouveau standard. La transformation du vieux fusil de 1949 en une machine de guerre modernisée n'était pas un simple ravalement de façade. Pour comprendre la percée institutionnelle du MAS 4956, il ne faut pas regarder l'arme comme un objet isolé, mais comme l'incarnation d'un immense système industriel. À la fin des années 1950, la manufacture d'armes de Saint-Étienne n'est pas un simple atelier d'assemblage. C'est une ville dans la ville, un titan d'acier et de briques rouges où travailleront des milliers d'ouvriers d'État, de fraiseurs, de tourneurs et d'ingénieurs sous la tutelle de la Direction des études et fabrication d'armement, la redoutable DEFA. Lorsque le ministère de la Défense valide le cahier des charges du nouveau modèle en 1956, il exige un miracle industriel. Réduire la masse et la longueur de l'arme, tout en augmentant radicalement ses capacités tactiques. Pour répondre à cette demande, l'arsenal stéphanois s'appuie sur une architecture mécanique que la France défend avec une ferveur presque idéologique, l'emprunt de gaz direct. Historiquement, l'emprunt de gaz direct, un système mécanique où les gaz brûlants de la cartouche voyagent dans un fin tube en acier pour venir pousser directement la culasse, sans l'intermédiaire d'un lourd piston, est une signature de l'ingénierie française remontant au pionnier Rossignol au début du siècle. La culasse, cette pièce mobile fondamentale qui ferme l'arrière de la chambre au moment du tir, puis recule pour éjecter la douille vide, est ici frappée directement par le flux gazeux. Ce choix institutionnel supprime des pièces mobiles. L'arme devient théoriquement plus légère, plus précise, avec un recul perçu de manière plus linéaire par le tireur. Mais ce qui semble être une élégance d'ingénieur sur une planche à dessin se transforme en un défi brutal sur les chaînes de production. Le système à gaz direct ne tolère aucune approximation. Le boîtier de culasse, la structure centrale massive en acier qui reçoit les principaux éléments mécaniques de l'arme, doit être usiné dans la masse avec des tolérances microscopiques. À Saint-Étienne, les machines-outils tournent jour et nuit pour sculpter des blocs d'acier brut, retirant patiemment le métal jusqu'à obtenir l'écrin parfait pour le mécanisme. De plus, ce système exige une poudre sans fumée, une poudre chimique moderne qui ne laisse pas de résidus corrosifs, d'une pureté exceptionnelle. La percée du MAS 4956 n'est donc pas seulement celle d'une manufacture mécanique, c'est aussi celle des poudreries nationales françaises qui doivent fournir une munition de 7,5 mm capable de faire fonctionner l'arme de manière fiable, des djebel algériens aux hivers glacés, des casernes en Allemagne de l'Ouest. Le coup de maître de la manufacture ne s'arrête pas au fonctionnement interne. Le ministère veut que le soldat puisse répondre à toutes les menaces modernes sans changer d'arme. Les ingénieurs de Saint-Étienne repensent alors le canon, le tube rayé par lequel le projectile se déplace avant de sortir de l'arme. Sur le MAS 4956, l'extrémité de ce canon devient un outil multifonction complexe. Un lance-grenade, un dispositif historique conçu pour projeter des charges explosives bien au-delà de la portée d'un lancer manuel, y est directement usiné. C'est ici qu'une force silencieuse commence à influencer l'arsenal français. La standardisation. Le fait d'uniformiser les calibres et les équipements pour faciliter la logistique devient une loi incontournable. Le lance-grenade du MAS 4956 est ainsi conçu pour accepter les grenades à empennage de 22 mm, le diamètre officiellement adopté par l'OTAN. Même si la France conserve farouchement son calibre national de 7,5 mm pour la cartouche à balles, elle cède au standard atlantique pour l'explosif. Le soldat français, qu'il soit parachutiste ou fantassin motorisé, peut désormais engager des véhicules légers ou des nids de mitrailleuses sans attendre un appui lourd. L'arme se transforme en un mini-système d'artillerie d'infanterie, réglable par une alidade de visée repliable, une petite pièce métallique qui exige, elle aussi, des heures d'ajustage méticuleux en usine. Enfin, l'institution militaire prend une décision qui fait entrer le MAS 4956 dans une autre dimension doctrinale. Sur le flanc gauche de chaque boîtier de culasse produit, la manufacture fraise un rail prismatique.
sans aucune modification en armurerie, sans avoir besoin de percer le métal ou de faire appel à un technicien spécialisé. Absolument chaque fusil MES 4956 sortant de la chaîne de montage peut recevoir une lunette de tir réglementaire, le modèle APX L806. Dans les années 1950 et 1960, équiper l'ensemble de son contingent de fusils potentiellement transformables en armes de tireurs de précision est une ambition industrielle foudroyante. L'armée française se dote ainsi d'une flexibilité inédite. Le poinçon de réception de l'État, froidement frappé sur le métal, atteste que l'arme a passé les tirs d'épreuve et les contrôles rigoureux des inspecteurs de l'armement. La percée est totale. Le MAS 4956 n'est plus seulement la solution d'urgence d'une armée en quête de reconstruction, il est devenu le standard par excellence. Il équipe les unités professionnelles, les appelés, la Légion étrangère et même, plus tard, certaines unités spécialisées de la gendarmerie. L'acier usiné de Saint-Étienne et le bois massif de ses crosses incarnent l'assurance absolue de l'État dans sa propre capacité à forger la guerre. Le marquage de manufacture n'était pas une simple décoration technique. C'était une promesse inébranlable de l'État, de l'industrie et de la doctrine. L'arme avait trouvé sa place parfaite, mais ce sommet de la production des arsenaux portait déjà en lui le poids matériel d'une époque qui n'allait pas tarder à se fracturer. Dans les années 1960 et 1970, le fusil MAS 4956 n'est plus seulement une réussite d'ingénierie ou un contrat industriel réussi. Il devient l'ombre portée de la République française à travers le monde. De la cour d'honneur de l'école militaire à Paris jusqu'aux pistes sablonneuses du Tchad, en passant par les râteliers métalliques des casernes des forces françaises en Allemagne, FFA, installées à Trèves ou à Baden-Baden, l'arme stéphanoise est absolument partout. La manufacture d'armes de Saint-Étienne est alors au sommet de sa puissance de production. Les ateliers crachent du métal et de la sueur à une cadence vertigineuse, finissant par livrer plus de 275 000 exemplaires à l'État. Pour comprendre l'ampleur de ce programme d'armement, il ne faut pas seulement regarder le chiffre brut, mais l'impact humain et logistique de cette production. Le MAS 4956 devient l'outil de travail exclusif du contingent. Des millions de jeunes Français, appelés à faire leur service militaire pendant la guerre froide, découvrent le poids de ces 3,9 kg d'acier et de bois de hêtre. Dans les camps de manœuvre de Mourmelon ou de Canjuer, l'instruction militaire se forge autour de l'entretien rigoureux de son mécanisme à emprunt de gaz direct. Les armureries des garnisons sentent l'huile de stockage et abritent des alignements parfaits de crosses frappées du macaron de réception de l'État. Dans une France qui voulait croire à sa souveraineté industrielle face au bloc de la guerre froide, ce modèle ne représentait pas seulement une arme de dotation. Il représentait la capacité d'un État à définir son besoin, à le dessiner, à le produire dans ses propres usines, à le distribuer à une armée de conscription de masse, puis à en assumer les conséquences sur tous les théâtres d'opération. L'adoption du MAS 4956 unifie enfin une armée qui avait souffert de la fragmentation de ses arsenaux. Les régiments d'infanterie mécanisée, les troupes aéroportées, les commandos de marine, mais aussi les escadrons de la gendarmerie mobile en maintien de l'ordre, partagent désormais exactement la même plateforme, la même logistique et le même calibre. Le réseau d'approvisionnement, des manufactures nationales jusqu'aux dépôts divisionnaires, gère des millions de cartouches de 7,954 mm fabriquées par les poudreries d'État. Ce flux ininterrompu de munitions et de pièces de rechange prouve que la France maîtrise de bout en bout son indépendance militaire. Sur le terrain, l'arme confirme sa redoutable réputation. Lors des interventions extérieures en Afrique, comme durant l'opération Limousin au Tchad, en 1969, la rusticité du boîtier de culasse forgé par la MS pardonne le sable, la poussière et les conditions d'entretien précaires des postes isolés. De plus, la promesse faite par l'arsenal lors de la conception est tenue. Grâce aux rails d'usinage standardisés présents sur chaque arme, les unités transforment en quelques secondes un fusil ordinaire en arme de tireur d'élite en y glissant une lunette APX L806. L'infanterie française possède alors une capacité d'engagement précis à moyenne distance que peu d'armées de l'OTAN peuvent égaler à l'échelle d'un simple groupe de combat. Pourtant,
Cette hégémonie industrielle masque une tension silencieuse. L'arsenal stéphanois maîtrise parfaitement la menuiserie militaire et l'usinage des blocs d'acier massifs. Mais cette compétence d'orfèvre commence déjà à se heurter à une nouvelle réalité économique mondiale. Les ouvriers de la Maes produisaient des objets d'une qualité historique, ignorant que l'art de fabriquer des armes allait bientôt basculer vers d'autres matériaux. L'institution célébrait son standard, mais l'époque qui l'avait rendu nécessaire avançait inexorablement vers une autre doctrine. L'ampleur du programme MAS 4956 ne se limite pas à la seule logistique militaire. Elle s'inscrit au cœur de l'identité industrielle française. Durant son âge d'or, la manufacture d'armes de Saint-Étienne est un titan économique qui fait vivre des milliers de familles. Le matin, lorsque les sirènes de l'usine retentissent, c'est toute une ville ouvrière qui rythme sa vie sur les cadences de production de l'armement réglementaire. Les ateliers de menuiserie sélectionnent d'immenses stocks de bois de noyer ou de hêtre, pendant que les forges traitent l'acier destiné aux lourds boîtiers de culasse. Chaque fusil qui quitte la chaîne de montage porte en lui la fierté d'une main-d'œuvre de l'État, héritière d'une tradition de précision absolue. Mais cette perfection mécanique classique cache un piège industriel. La tension commence à poindre silencieusement dans les bureaux de la Direction technique des armements terrestres à Paris. Le MAS 4956 est une arme exceptionnelle pour la guerre d'hier et le maintien de l'ordre d'aujourd'hui, mais la nature des conflits est en train de muter radicalement. La guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie ont profondément marqué la doctrine. Cependant, la guerre froide impose désormais de penser à un affrontement de haute intensité en Europe face au pacte de Varsovie ou à des interventions expéditionnaires ultra rapides. Dans ce nouveau contexte stratégique, le fantassin moderne n'est plus seulement un tireur isolé qui a le temps d'ajuster sa cible au coup par coup. Il doit pouvoir saturer une zone par un tir automatique fulgurant. C'est ici que l'arsenal français, malgré sa maîtrise technique, se retrouve piégé par sa propre rigueur. Le MAS 4956 est strictement une arme semi-automatique conçue autour d'une munition de calibre 7,54 mm, redoutable mais très lourde. Un soldat français équipé de ce fusil emporte une dotation de munitions bien inférieure à celle de ses homologues, équipés de fusils d'assaut tirant de petits calibres. Le poids du bois, l'épaisseur de l'acier usiné et la masse des cartouches, qui garantissaient la robustesse vantée par l'institution, deviennent progressivement un fardeau logistique et humain. Au niveau international, la force d'attraction de la standardisation s'intensifie. La dynamique globale s'oriente vers le petit calibre de 5,56 mm, qui permet d'emporter plus de munitions et de contrôler le tir en rafale. Même si la France conserve une doctrine indépendante en quittant le commandement intégré de l'OTAN, elle ne peut ignorer cette évolution mondiale. Ses alliés, ainsi que ses concurrents sur le marché de l'exportation, adoptent massivement des armes plus courtes, plus légères, utilisant des techniques d'emboutissage de la tôle, des alliages d'aluminium et des polymères plastiques. L'alliance de l'acier forgé et du bois massif produit à Saint-Étienne, aussi noble soit-elle historiquement, commence à paraître anachronique face aux nouvelles exigences de la mobilité mécanisée. Pourtant, l'État repousse l'échéance. Le MAS 4956 reste l'arme de dotation exclusive de l'armée de terre. Son apogée institutionnel se prolonge de manière artificielle parce que le système qui doit le remplacer tarde à mûrir. Les arsenaux étudient bien quelques adaptations, mais la mécanique du fusil n'est tout simplement pas conçue pour être convertie en arme d'assaut automatique moderne. Les ingénieurs stéphanois le savent parfaitement. On ne peut pas transformer un chef-d'œuvre de l'usinage classique en arme du futur par de simples modifications de surface. Il faudra une rupture technologique totale. Le paradoxe est omniprésent. Dans les années 1970, le fusil équipe encore la quasi-totalité des forces. Il est vu sur tous les défilés du 14 juillet, porté par des générations d'appelés qui le considèrent comme le prolongement naturel du bras de la République. Le marquage de Saint-Étienne reste fermement ancré dans le paysage militaire français. L'institution célèbre continuellement la fiabilité d'un objet qui fonctionne à la perfection sur les terrains africains. Le système à emprunt de gaz direct s'acquitte de sa tâche sans faillir,
prouvant la justesse du dessin initial. Cependant, derrière cette façade de puissance, la manufacture est confrontée à une réalité implacable. L'usinage dans la masse est devenu une méthode de production beaucoup trop coûteuse. Maintenir d'immenses ateliers pour fabriquer des fusils traditionnels pèse lourdement sur le budget national. La rentabilité économique et la nécessité opérationnelle pointent vers la même conclusion. Le temps de l'artisanat industriel de masse sous contrôle de l'État touche à sa fin. L'apogée du MES 49-56 est en réalité un long crépuscule brillant. L'objet fonctionnait encore à la perfection, mais le système autour de lui se préparait déjà à affronter la plus grande crise de son histoire, ouvrant la porte à un déclin inévitable. Le premier signe de l'effondrement ne vint pas des sables d'Afrique, ni d'une défaillance mécanique de l'arme elle-même. Il prit la forme d'un silence industriel absolu, à plus de 400 km de Saint-Étienne. En 1968, la manufacture d'armes de Châtellerault, la célèbre MAC, pilier historique des arsenaux d'État qui avaient autrefois forgé les armes de poing et les fusils mitrailleurs de la nation, ferma définitivement ses portes. Cette fermeture n'était pas une simple réorganisation administrative. C'était un tremblement de terre institutionnel qui marqua la fin d'une époque idéologique. Pour les milliers d'ouvriers stéphanois qui usinaient encore les boîtiers de culasse du MAS 49-56, le message envoyé par les ministères parisiens était d'une clarté brutale. L'État français n'hésiterait plus à sacrifier ses propres manufactures si elles devenaient un gouffre financier ou si elles n'avaient plus de grands programmes industriels à soutenir. Le fusil MAS 49-56 n'était soudainement plus seulement une arme réglementaire en dotation. Il devenait le bouclier économique de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Tant que l'armée maintenait ses commandes, l'usine de la Loire survivait. Mais le sursis allait être de courte durée. Si la qualité de fabrication stéphanoise restait irréprochable, l'arme accumulait un retard irrattrapable sur le terrain de la doctrine militaire mondiale. Le problème principal n'était pas la fiabilité du mécanisme, c'était le sang qui coulait dans ses veines d'acier. La munition de 7,54 mm. Cette cartouche, l'ensemble formé par l'étui, l'amorce, la poudre et le projectile, avait été pensée dans les années 1920. Elle était d'une puissance redoutable, capable de traverser des obstacles denses à longue distance, mais elle était terriblement lourde et encombrante. En pleine guerre froide, la dynamique des conflits imposait une mobilité extrême et une puissance de feu saturante. Les États-Unis, suivis par une grande partie de l'OTAN, avaient imposé le calibre de 5,56 mm. Cette standardisation, le fait de réduire la diversité des munitions pour faciliter la production et la logistique alliée, bouleversait l'équation mathématique du soldat. Un fantassin étranger équipé d'un fusil d'assaut moderne en 5,56 mm pouvait emporter sur lui 2 à 3 fois plus de munitions qu'un appelé français chargé de ses lourdes cartouches de 7,5 mm. Le poids logistique se doublait d'une impasse tactique. Le soldat moderne devait pouvoir basculer instantanément en mode automatique. Un système historique où le tir se poursuit en rafale tant que la détente est pressée, pour se dégager d'une embuscade. Le MAS 49-56 en était physiquement incapable. Les ingénieurs avaient en bien tenté, sur des prototypes expérimentaux de la série MAS 54, d'intégrer un sélecteur de tir. Mais le violent recul généré par la puissante munition nationale rendait l'arme de poing totalement incontrôlable en rafale. L'armée française se retrouvait donc bloquée dans l'ère de la semi-automatique, forçant ses soldats à viser coup par coup face à des adversaires équipés de Kalachnikov, crachant des torrents de feu. Au sommet de l'État, la Direction technique des armements terrestres, DTAT, comprit que la souveraineté française était en train de se transformer en obsolescence. Si la France voulait conserver son indépendance sans subir le déclassement de ses troupes, elle devait concevoir son propre fusil d'assaut de petit calibre. Dans les bureaux d'études de la MAS, sous la direction de l'ingénieur général Paul Telly, un nouveau programme d'armement fut lancé dans l'urgence. Les ingénieurs abandonnèrent le bois et l'acier usiné pour dessiner une arme futuriste en alliage et en plastique, selon une architecture bullpup compacte. Ce projet allait devenir le FAMAS. Mais la conception d'un nouveau standard prend du temps. Pendant que le FAMAS n'était encore qu'une série de calculs sur des calques industriels,
Le MAS 4956 se retrouva pris au piège. Il fut condamné à jouer un rôle ingrat, faire la soudure. Il n'était plus l'arme de la victoire ou de la modernité, il devenait l'arme de l'attente. Les conséquences frappèrent directement les ateliers de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Au début des années 1970, les immenses commandes de l'État commencèrent à s'espacer. La fabrication de fusils neufs ralentit drastiquement. Les ouvriers de l'arsenal, autrefois maîtres de l'usinage intensif, furent progressivement réaffectés à des tâches de simple maintenance militaire. Le réseau des armureries, les ateliers locaux chargés de l'entretien des dotations, ne demandaient plus de nouvelles armes, mais des ressorts, des percuteurs et des chargeurs pour maintenir en vie un parc vieillissant. Le choc de la fermeture de Châtellerault hantait les couloirs de Saint-Étienne. Les syndicats et les familles stéphanoises voyaient les effectifs fondre d'année en année. La chaîne de production du bois de noyer s'arrêta. Les grandes forges se turent une à une. Le fusil n'avait pas décidé de sa propre fin. C'est l'institution militaire qui le vidait lentement de son utilité budgétaire et stratégique. La manufacture produisait encore, mais l'époque qui l'avait rendue nécessaire reculait inexorablement. La transition s'amorça dans la douleur industrielle. À Saint-Étienne, la fin des années 1970 marqua une rupture décisive dans la philosophie de production de la nation. L'arsenal ne pouvait plus justifier l'entretien de gigantesques chaînes de fraisage pour une arme dont la conception appartenait à la décennie précédente. Le ministère de la Défense, sous la pression croissante de l'OTAN et des dures réalités budgétaires, avait tranché. L'avenir de l'infanterie française passerait obligatoirement par le petit calibre 5,56 mm et par le programme FAMAS. Pour la manufacture d'armes de Saint-Étienne, ce nouveau fusil d'assaut n'était pas seulement une évolution tactique, c'était une question de survie immédiate. Si la MAS échouait à produire cette nouvelle arme en plastique et en alliage, elle risquait de subir le même sort fatal que l'arsenal de Châtellerault. Dans ce climat de restructuration étouffante, le MAS 4956 commença son long et inévitable exil. Le déclassement ne se fit pas en un jour, ni par un décret ministériel unique. Il prit la forme d'un retrait silencieux, unité par unité, râtelier par râtelier. Les troupes d'élite, les régiments parachutistes et les forces d'intervention rapide furent logiquement les premiers à percevoir les nouveaux fusils d'assaut. Le lourd fusil en bois fut alors repoussé vers la périphérie du système militaire. Il devint l'arme des unités de réserve, des régiments de soutien logistique et des forces de gendarmerie territoriale. Là où la puissance de feu automatique importait moins qu'une présence symbolique de l'autorité de l'État. Pour les armuriers des régiments, la transition fut un choc culturel profond. Ils passèrent d'une mécanique classique, où la lime, le burin et l'ajustage manuel avaient encore un sens, à une nouvelle ère de composants modulaires. L'arme ne nécessitait plus le même type de maintenance, mais paradoxalement, maintenir le parc vieillissant des MAS 4956 devenait un véritable casse-tête institutionnel. Les pièces de rechange, autrefois produites à la chaîne par des milliers d'ouvriers stéphanois, n'étaient plus fabriquées qu'en flux tendu, voire puisées dans des stocks de récupération. La logistique de la munition de 7,5 mm elle-même, autrefois reine absolue des poudreries d'État, commença à s'étioler, la production nationale se concentrant désormais presque exclusivement sur le standard atlantique pour préparer l'avenir. L'État tenta bien de trouver des voies de sauvetage artificielles. Si l'armée de terre n'en voulait plus en première ligne, pourquoi ne pas l'exporter? Mais la concurrence étrangère, la quatrième force qui pesait sur l'armement français, fut sans pitié. Sur le marché international des années 1970, personne ne voulait acheter un lourd fusil semi-automatique tirant une cartouche franco-française. Les nations alliées ou clientes achetaient des FN FAL belges, des G3 allemands ou recevaient des AK-47 soviétiques et des M16 américains. Le MAS 4956 était d'une impasse à l'exportation. Son marché était intrinsèquement lié au système militaire français et au-delà des frontières, l'arme était condamnée à disparaître. Ce retrait n'était pourtant pas une question de performance balistique. Le paradoxe cruel de cette fin de règne résidait dans le fait que le MAS 4956 remplissait encore parfaitement son contrat opérationnel initial. Dans les sables de Djibouti, au Liban,
ou lors d'opérations ponctuelles en Afrique, l'arme fonctionnait toujours avec la même résilience brutale. Le système à emprunt de gaz direct ne s'enrayait pas. La précision du canon forgé à froid restait redoutable. Mais l'institution militaire ne combat pas avec de la nostalgie, des souvenirs ou de la belle menuiserie. Elle combat avec des doctrines globales et des budgets contraints. Le problème n'était pas l'arme. Le problème était le système de menace mondiale qui rendait sa lenteur de tir et son encombrement incompatibles avec les besoins d'une armée mécanisée. La pression financière acheva d'aggraver ce déclassement. Fabriquer un MAS 49-56 coûtait immensément cher aux contribuables et à l'État. Chaque bloc d'acier devait être patiemment usiné, chaque crosse devait être traitée, séchée et vernie. Face à l'emboutissage de tôle et à l'injection de polymères adoptés par l'industrie mondiale de l'armement, le modèle économique de l'usinage dans la masse était devenu totalement insoutenable pour les finances publiques françaises. La force industrielle qui avait garanti l'indépendance de la France dans les années 50 était devenue un gouffre budgétaire. L'impact sur la ville de Saint-Étienne fut d'une tristesse silencieuse. Les ateliers qui avaient résonné pendant 20 ans du fracas des fraiseuses, produisant le modèle 1949-56, se vidèrent peu à peu. Les ouvriers les plus âgés prirent leur retraite anticipée, emportant avec eux un savoir-faire d'ajustage méticuleux que la nouvelle génération d'armes ne réclamait absolument plus. La manufacture se transforma radicalement, abandonnant ses immenses halles de menuiserie pour s'adapter, non sans douleur, à l'assemblage de pièces composites. Le fusil ne mourait pas au combat, il s'éteignait sur les chaînes de production, vaincu par le coût de son propre acier et par le changement des mentalités industrielles. Le coup de grâce officiel arriva avec la distribution massive du FAMAS dans les années 1980. L'État français, ayant misé tout son prestige industriel et doctrinal sur ce nouveau fusil, devait libérer l'espace dans les armureries et recentrer ses budgets de maintenance. Le MAS 49-56 fut définitivement relégué au statut d'arme de stockage stratégique. Les dizaines de milliers de fusils encore en parfait état de tir furent lourdement graissés, emballés dans du papier de conservation imprégné et enfermés dans les profondeurs des dépôts divisionnaires obscurs de l'armée de terre. Ils y attendaient une hypothétique mobilisation générale de la nation, une guerre massive qui ne viendrait jamais les réveiller. La fin fut méthodique et implacable. L'atelier s'est tu, le contrat a fondu, le besoin a changé, la menuiserie a fermé, le métal s'est figé, le standard a triomphé. L'arsenal est devenu un souvenir. La mort d'une arme réglementaire française ne s'annonce jamais par un grand fracas sur un champ de bataille. Elle s'organise dans le silence administratif des bureaux parisiens et dans l'obscurité des dépôts de l'armée de terre. Dans les années 1990, alors que le FAMAS régnait en maître absolu sur les râteliers de la nouvelle armée professionnelle, les immenses stocks de fusils MAS 49-56 entamèrent leur dernier voyage institutionnel. Des dizaines de milliers d'exemplaires, autrefois usinés avec une fierté méticuleuse par les ouvriers de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, furent retirés de leur caisse de stockage stratégique. Beaucoup furent purement et simplement passés au pilon, broyés par une république qui n'avait plus les moyens, ni l'envie, d'entretenir un parc d'armes obsolètes, tirant une munition de 7,5 mm en voie de disparition. Pourtant, le modèle refusa de disparaître totalement de l'espace public français. Il connut une survie inattendue, presque paradoxale, grâce à un détail technique de sa conception. Pendant des années, alors que l'armée l'avait relégué aux oubliettes, le MAS 49-56 continua d'apparaître sporadiquement dans les rues de France, entre les mains des compagnies républicaines de sécurité, les tristement célèbres CRS et des escadrons de la gendarmerie mobile. L'explication ne résidait pas dans sa capacité à tirer des balles, mais dans son canon. Le manchon lance-grenade de 22 mm, forgé dans la masse à Saint-Étienne pour détruire des blindés légers en pleine guerre froide, s'avéra être un outil parfait pour propulser des grenades lacrymogènes lourdes à longue distance lors des opérations de maintien de l'ordre. Le grand fusil de guerre, symbole de l'infanterie mécanisée, terminait ainsi sa carrière active comme un simple lanceur de gaz dans les manifestations urbaines. Aujourd'hui, l'arme a définitivement quitté le service actif, mais son héritage s'est métamorphosé.
Le MAS 4956 est devenu un artefact majeur de la culture de préservation historique. Dans les salles climatisées du service historique de la Défense à Châtellerault, là même où l'ancienne manufacture Mack a été transformée en centre d'archives nationales, les plans industriels originaux, les rapports d'épreuves et les calques de conception du fusil sont méticuleusement conservés. Ces documents témoignent d'une époque où l'État calculait lui-même les tolérances de ses aciers et l'usinage de ses culasses. Dehors, dans le monde civil, le fusil a trouvé refuge au sein de la communauté des tireurs historiques et des collectionneurs d'armes réglementaires. Ces passionnés ne cherchent pas une machine de guerre moderne. Ils acquièrent des exemplaires strictement démilitarisés ou neutralisés selon les lois en vigueur pour préserver la mémoire matérielle du pays. Pour un historien de l'industrie, tenir un MAS 4956, c'est lire un livre d'acier. Les traces de fraisage sur le boîtier, la qualité du vernis sur le bois de noyer et l'odeur persistante de la graisse de stockage militaire racontent l'histoire d'une ingénierie d'État qui ne tolérait aucun compromis. L'importance historique du MAS 4956 réside exactement dans cette uncompromising physicalité. Il est le point culminant et le champ du signe de la souveraineté industrielle française classique. Il représente l'ultime évolution du système à emprunt de gaz direct inventé par Rossignol au début du XXe siècle. C'est le dernier fusil réglementaire français fait de bois massif et d'acier usiné. Avec sa disparition, c'est toute une philosophie de la guerre, celle de l'infanterie lourde, de la conscription de masse et des arsenaux d'État autosuffisants, qui a été remplacée par l'ère de la standardisation atlantique, du plastique injecté et des contrats d'externalisation. Si vous vous promenez aujourd'hui à Saint-Étienne, dans le quartier de Carnot, l'immense muraille de briques rouges et les grandes grilles en fer forgé de la manufacture d'armes sont toujours là. Mais le bruit assourdissant des marteaux pilons et l'odeur âcre de l'huile de coupe ont disparu depuis la fermeture définitive du site en 2001. Le cœur de l'ancienne usine, où les boîtiers de culasse du MAS 49 prenaient une forme, a été transformé en cité du design et en pôle d'enseignement supérieur. Les anciens ateliers de menuiserie abritent désormais des étudiants en architecture et des start-up technologiques. La ville a survécu à son industrie, mais la capacité de l'État à forger seule son indépendance militaire, elle, s'est évaporée avec les dernières de machines-outils vendues à la ferraille. Le fusil n'a pas échoué. Il a simplement été englouti par un siècle qui allait beaucoup plus vite que lui. Le MAS 4956 était la réponse parfaite à une époque qui a fini par disparaître. Derrière une vitrine du musée de l'armée aux Invalides, sous une lumière froide et neutre, le marquage MAS frappé sur l'acier sombre reste visible, fier et intact, comme si l'usine stéphanoise venait seulement de se taire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.